suis heureux de voir qu'on ne dément pas notre participation. Je laisse la parole à M. Taron. Merci, Amiral. Mesdames, Messieurs, au nom de l'ambassadeur Bernard Valero, je vous souhaite, et de toute l'équipe de la Vitem, de la Villa Méditerranée, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau mardi de la Villa. Et c'est un plaisir de voir que l'assistance est toujours aussi nombreuse et intéressée. Alors, je ne vais pas présenter le professeur Chagnolot, que nous avions déjà eu la joie d'accueillir ici à la Villa l'année dernière, en juin, dans un autre cadre, à l'occasion de la conférence que nous avions organisée sur les lieux saints partagés, en écho à l'exposition qui était alors accueillie par le MUSEM. Donc c'était une joie de vous accueillir à nouveau, mais l'amiral vous présentera beaucoup mieux que je ne saurais le faire, donc je lui laisserai ce plaisir. Et pour ma part, je voudrais juste faire quelques petites annonces. Alors d'abord, attirer votre attention sur le fait qu'il ne vous reste plus que 4 jours jusqu'au 23 avril pour aller visiter l'exposition dont on vous a déjà parlé. On en fait la promotion chaque fois qu'on a l'occasion. L'exposition sur les plastiques, la mer, destination finale, sujet éminemment d'actualité, si j'en juge par les nombreux articles que j'ai lus sur le sujet ces derniers temps dans la presse nationale. Vous savez que nous avons accueilli cette exposition proposée par un musée de Zurich, extrêmement pédagogique, didactique. Donc une fois encore, je vous invite à la visiter et à y amener vos enfants et petits-enfants parce que le public jeune et scolaire est particulièrement réceptif à ces problématiques qui malheureusement les concernera tout au long de leur existence. Donc c'est jusqu'au 23 avril. Ensuite, je voudrais vous annoncer les prochains mardis. Alors, tout d'abord, pour ceux que ça pourrait intéresser, le 22 avril, donc ça c'est pas un mardi, c'est une conférence organisée avec l'OCEMO sur la sécurité alimentaire, développement inclusif, climat, les enjeux de la coopération en Méditerranée. Donc avec le 22 avril après-midi, avec différents intervenants, notamment du CIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, le 22 avril. Et alors, pour ce qui concerne les mardis de la Villa, les prochains à venir, donc mardi 26 avril, donc la semaine prochaine, nous parlerons, je crois, pour la première fois cette année d'Égypte. Nous accueillerons Maître Alexandre Cordailly, avocat d'affaires au barreau de Paris, qui parlera des situations économiques de l'Égypte. C'est un mardi que nous organisons en partenariat avec La Tribune. Ensuite, le 3 mai, nous aurons un grand témoin. Vous savez que nos mardis, nous avons d'une part les mardis de l'IHEDN, comme ce soir. Nous avons d'autre part les mardis que nous organisons avec le laboratoire du CNRS de François Burgat. Nous avons une troisième série de mardis qui sont organisés en liaison en partenariat avec La Tribune. Et puis nous en avons une quatrième série de mardis qui sont des grands témoins. Et alors le grand témoin du mardi 3 mai sera Isabelle Autissier. Et je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Retenez la date, 3 mai. Et puis je ne vais pas vous donner le programme jusqu'à la fin de l'année, mais je vous dirai juste que le 10 mai, nous retournerons en Syrie, un pays forcément, vu l'actualité, auquel nous nous sommes déjà intéressés à plusieurs reprises. Et cette fois-là, ce sera François Burgat et Thomas Pierret qui nous parleront de politique et société en Syrie. Voilà, je m'arrête là. La suite, vous l'avez sur les prospectus qui vous sont distribués sur les sièges. Donc sans plus attendre, je donne la parole à l'amiral pour présenter notre intervenant de ce jour. Merci. Bien, on a le plaisir ce soir de recevoir Jean-Paul Chagnolot. Jean-Paul Chagnolot est professeur émérite de l'université. Il est également membre de notre conseil scientifique Euromedi HEDN. Et enfin, il a publié très récemment un ouvrage, l'Atlas du Proche-Orient. C'est l'Atlas du Moyen-Orient, pas le Proche-Orient, du Moyen-Orient. De nombreuses cartes qu'il va vous montrer ce soir sont tirées de cet ouvrage. Il y fera référence, il vous le dira.
nous ferons la promotion de cet ouvrage dans notre prochaine lettre mensuelle. Je suis heureux et honoré de recevoir Jean-Paul. Vous l'avez, pour les plus anciens d'entre vous, déjà rencontré, déjà écouté. Je répète ce que j'ai déjà dit. Jean-Paul est un homme qui connaît parfaitement la région, qui, contrairement à d'autres, se déplace, va voir ce qui se passe dans cette région et vous rapporte son opinion, son analyse sur des faits, à partir de faits constatés par lui-même. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner et je suis très reconnaissant à Jean-Paul de venir jusqu'à nous ici pour nous consacrer un peu de son temps et nous éclairer. Jean-Paul. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. En fait, ce soir, on va réfléchir à une question, qui est une question d'actualité, mais on va se décrocher complètement de l'actualité, parce que je crois que quelquefois, un retour sur l'histoire est tout à fait utile. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans une période qui est, à mon avis, fondatrice, ou très largement fondatrice, du Moyen-Orient contemporain, du Proche-Orient contemporain, peut-être davantage du Proche-Orient que du Moyen-Orient. D'ailleurs, on pourra y venir tout à l'heure dans la discussion, si vous voulez. Et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de regarder les cartes, et à travers ces cartes, à travers ces moments importants du Moyen-Orient, de cette époque, donc des années 20, on va dire, un peu avant, un peu après, eh bien, on va voir que beaucoup des questions qui sont aujourd'hui posées, et non résolues, eh bien, trouvent, au moins en partie, leurs racines, leurs origines dans cette période. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tout de même, je crois que c'est tout à fait lié. Donc, si on se situe en 1900, au moment de la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, un petit peu après, et après on va rester autour de 1920, il y a au fond, je dirais, trois étapes, plus une quatrième, qui est un peu liée aux trois autres. La première étape, c'est que voulaient les grandes puissances impériales de l'époque, qui dominaient, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. C'est ma première question. La seconde question, c'est que voulaient les peuples. Et qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, de poser la question que voulaient les peuples ? Qu'est-ce que ça veut dire, les peuples ? Est-ce que c'était des élites ? Est-ce que c'était des mouvements nationaux très enracinés, etc. Question. Et je poserai plus de questions que de réponses. Troisième, alors ça sera le deuxième temps. Le troisième temps, ça sera de regarder qu'est-ce qui s'est passé entre les logiques impériales d'un côté et les aspirations des peuples de l'autre. Qu'est-ce qui finalement a été tranché ? Notamment en termes de frontières, évidemment, parce que c'est de ça dont on parle. Et enfin, la quatrième étape, elle est liée aux trois autres, mais je la distingue des trois précédentes. C'est la question de la Turquie, parce que ça a sa spécificité. Et donc, pour la clarté de l'exposé, on va s'intéresser à la Turquie en tant que telle, même si c'est présent à chaque fois dans les différentes étapes. Voilà les 4 points de cet exposé qui devrait durer 2-3 heures, pas plus. Hein. Je sais être concis. Bien. Donc, première étape, c'est... alors, vous avez... C'est très technologiquement au point, bravo. C'est donc quelques cartes qui vont nous montrer quelques références, quelques repères. Le premier de ces repères, c'est cette carte-ci. Ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas. Enfin, si, ça fonctionne, mais c'est trop loin. Bon, peu importe. Vous voyez comme moi, vous avez tous en tête cette période. Et c'est formidable, hein, on est tout de suite assisté. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai besoin de pouvoir passer les cartes, j'ai pas besoin de passer le curseur. Ça va, ça ira. Merci, monsieur. Donc voilà. Alors, cette première carte, elle est assez fondamentale. Donc, j'en ai 2. Je ne sais pas vers laquelle me tourner, et c'est pas facile. Donc, chacun la sienne, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir peut-être 2-3 choses. La première, c'est que vous voyez l'Empire ottoman au cœur de toute cette région, qui est devenue depuis la Turquie, l'Arabie saoudite. Enfin, vous connaissez ça, évidemment. Et cet Empire ottoman, il y a 2 couleurs différentes.
Ce qui est un peu plus foncé, ça veut dire que là, l'Empire ottoman exerçait sa souveraineté vraiment effective. Et ce qui est plus clair, c'est l'idée que l'Empire ottoman exerçait une souveraineté, on va dire, nominale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment un pouvoir précis, enfin, une capacité d'intervention, mais il était tout de même présent. On pourra y revenir si vous voulez. Donc voilà, l'Empire ottoman est là à ce moment-là. Et puis, l'autre empire qui est présent, et ça c'est une idée, je crois, essentielle, et que la carte nous donne tout de suite. L'autre empire, en dehors des Perses, il y a l'Empire britannique. L'Empire britannique est là et depuis longtemps. Vous voyez l'Empire des Indes sur la droite de la carte, et on voit l'Égypte qui est sous contrôle britannique depuis 1882, avec un canal de Suez qui a été ouvert en 1869. Donc on a ici, simplement dans cette image, cette idée que l'Empire britannique a des intérêts fondamentaux, majeurs. À ce moment-là, nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, bien entendu, puisque l'Empire ottoman existe là. Et ce qui est important pour la Grande-Bretagne, il suffit de voir la carte. C'est ce qu'on appelle la route des Indes. La route des Indes, elle passe par la mer, et donc elle rejoint le canal de Suez. Et puis elle passe aussi par la terre. Et il faut à ce moment-là qu'elle aille de Bassora jusqu'à la Méditerranée. Donc on est vraiment dans cette logique. C'est une région stratégiquement essentielle. Voilà. Alors, les Français, eux, ont des intérêts aussi. L'Empire français a des intérêts. Je dirais des intérêts culturels, des intérêts aussi économiques, pas d'une importance considérable, mais tout de même. Il y a une présence française, une tradition française, le rapport aux chrétiens, et ils sont essentiellement vers la côte, du côté du Liban, et puis d'une partie de la Syrie contemporaine, on va dire. Donc ils sont dans cette région-là, mais ils n'ont pas du tout les mêmes types d'intérêts aussi fondamentaux, aussi stratégiques que les Britanniques. Mais bon, voilà, l'Empire français compte. Et donc, si l'Empire français compte, il s'agit de prendre en compte les aspirations des Français. Ce n'est pas simplement les Anglais qui vont décider. Et donc, il va y avoir ces fameux accords dont on parle tout le temps, voilà, que vous allez voir ici. Et ça, c'est la carte. C'est la carte originale. Vous avez en bas à droite la signature de Sykes et Picot. Sykes et Picot, qui étaient, en fait, c'était les hauts fonctionnaires de l'Empire, mais c'était les gouvernements français, les gouvernements britanniques qui discutaient. C'était pas simplement, même aussi talentueux soit-il, c'est pas simplement Sykes et George Picot qui décidaient. En tout cas, puisqu'on avait des intérêts les uns et les autres, c'est très compliqué en réalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se partage la région. Et on se partage la région avec, vous le voyez, deux zones. Il y a une ligne, si je peux m'approcher, vous voyez cette ligne au milieu ? Cette ligne, voilà la ligne de partage entre la zone française qui est ici et la zone britannique qui est ici. Et cette zone, ici, elle va jusqu'à la Perse, mais évidemment, la Perse n'est absolument pas concernée. Elle passe entre Mossoul, qui se trouve ici, et Kirkouk, qui se trouve par là. Et vous voyez qu'il y a des couleurs et des lettres. Les lettres veulent dire qu'on est dans des zones qui seront sous influence des Français ici, des Britanniques ici. Et en ce qui concerne ces deux zones-là, bleu et rosé, ce seront au contraire des zones d'influence directe. Là, on envoie des conseillers, et là, on dirige directement. Parce que c'est une zone clé avec Bassora, dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil pour la France, avec la zone dont je parlais tout à l'heure, le Liban, et une partie de la Cilicie. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez que ici, toute l'Arabie n'est pas concernée. Par contre, la Turquie, qui n'existe pas en tant que telle encore, est au contraire, elle, avalée par les prétentions françaises. Tout ça, c'est évidemment, nous sommes en mai 1916. Nous sommes en mai 1916. Et on écarte de ce partage une zone qui est tout à fait essentielle, qui est la Palestine. La Palestine, ici en jaune, ça veut dire qu'elle est internationalisée. Il y a simplement ici le port d'Haïfa, qui est le port que les Britanniques souhaitent parce qu'ils veulent pouvoir avoir une route des Indes qui va de Bassora jusqu'à Haïfa. Et l'idée des Britanniques, c'est d'avoir le contrôle d'une zone, d'un seul tenant, pour pouvoir assurer le passage du golfe arabo-persique jusqu'à la Méditerranée. Voilà le schéma. C'est très simple et c'est très clair. Mais nous sommes en mai 1916. Nous sommes en mai 1916. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la guerre, évidemment, n'est pas du tout gagnée, bien au contraire, il y a des revers terribles. Et puis surtout, il y a un point qu'il faut bien comprendre, c'est que qui se bat contre l'Empire ottoman? Ce sont fondamentalement les Britanniques. Il n'y a pas d'armée française, véritablement. Il y a des centaines de milliers de soldats qui se battent, britanniques qui se battent dans cette région.
et d'autres qui vont se battre dans cette région. Ce sont les deux fronts principaux, sans parler de ce qui s'est passé avant, 1915-1916, du côté des détroits. Mais là, à partir de 1917, c'est l'armée britannique ici, l'armée britannique là, il n'y a pas d'armée française. Donc il est évident que la suite de ces accords Sykes-Picot seront dépendantes des rapports de force sur le terrain. C'est ce que j'appelle la fameuse dialectique entre le soldat et le diplomate. Les diplomates discutent, mais à un moment donné, il y a des choses sur le terrain qui se passent. Alors, ça, c'est le même schéma que tout à l'heure, mais simplement, voilà, ça donne une vision plus claire, mais c'était plus intéressant de commencer par la carte originale. Et ensuite, c'est... alors ça, c'est la carte des batailles donc, sur laquelle je passe. Et ça, c'est un moment absolument essentiel par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Nous étions en mai 1916 pour Sykes-Picot. Là, nous sommes en décembre 1917. Décembre 1917, c'est l'entrée de Allenby, du général Allenby, à Jérusalem. C'est la porte de Jaffa, il rentre à pied, enfin il y a tout un cérémonial qui a été préparé. Et ce moment-là, il est absolument fondamental. On pourrait passer les 3 heures de débat dont je parlais simplement sur cette image. Parce qu'en fait, c'est l'arrivée des Britanniques. Alors les Français sont quelque part à quelques encablures derrière, on reconnaît les képis, n'est-ce pas, amiral? Il y a un képi français qui est à 5 mètres derrière. Mais c'est les Britanniques qui tiennent, c'est les Britanniques qui ont gagné ces batailles qui ont été extrêmement difficiles. Il y a eu des revers, enfin bref, Allenby a gagné. Il a gagné, ça veut dire que c'est les Britanniques qui prennent la Palestine, de même que les Britanniques, on va le voir, ils ont pris la Mésopotamie. Et nous sommes en décembre 1917, quelques semaines avant, il y a eu une promesse faite au mouvement sioniste qui s'appelle, comme chacun sait, la promesse Balfour. Et la déclaration Balfour, elle date de quelques semaines, elle date de novembre 1917. C'est-à-dire que les diplomates britanniques promettent un foyer national juif en Palestine, sachant qu'ils tiennent la Palestine, sachant que sur le terrain, ce sont ceux qui vont pouvoir occuper le terrain, au sens militaire du terme. Donc c'est un moment capital que ce décembre 1917. Ça, c'est les batailles en Mésopotamie. Ça, c'est juste une photo. Il y aura quelques photos de temps en temps parce qu'elles sont très symboliques. C'est la photo d'un soldat britannique. Et c'est pour rappeler qu'il s'agissait d'armées coloniales, aussi bien du côté britannique que du côté français. Ce sont des Indiens, et quand l'armée française va arriver en novembre 1919, il va y avoir la relève, c'est-à-dire que les Français vont obtenir, après accord avec les Britanniques, que des contingents français prennent position dans les territoires qui leur sont alloués à la suite des accords de Sykes-Picot, mais aussi, surtout et fondamentalement, de ce qui va se passer par la suite avec la SDN et puis avec le San Remo. Eh bien, ce sont des tirailleurs tunisiens, ce sont des tirailleurs sénégalais qui sont l'essentiel des troupes qui arrivent. Enfin, c'est juste pour montrer, nous sommes à une époque évidemment coloniale. Ça, c'est l'entrée du général Maud à Bagdad. Là, nous sommes en mars 1917. Donc, c'est pour montrer que les Britanniques ont gagné en Palestine et ils ont gagné aussi en Mésopotamie. Après, là encore, des batailles terribles. Le soldat qu'on vient de voir, vous voyez dans quel état il est. C'est un soldat qui se battait en Mésopotamie. Ça, ce sont c'est la conférence de la paix, mais je vais directement aller là-dessus. Voilà. Donc nous sommes en 1916, nous sommes en 1917, nous sommes toujours dans la première phase, première étape que j'évoquais tout à l'heure. Et entre-temps, vous l'avez compris, il y a eu une profonde transformation des rapports de force entre la France et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que c'est la Grande-Bretagne qui occupe le terrain. Et par conséquent, la Grande-Bretagne veut davantage que ce qu'elle a obtenu en mai 1916 avec les accords Sykes-Picot. Donc ce que vous voyez ici, ce qui s'inscrit, ça se passe en décembre 1918, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines avant l'ouverture en janvier de la conférence de la paix qui va gérer tous les problèmes de l'après-guerre avec l'Allemagne, avec les Balkans, avec l'Empire ottoman. Et vous voyez le dialogue qui se fait entre le Premier ministre britannique Lloyd George et le président du Conseil, Georges Clemenceau. Et c'est tout ce qu'on a comme élément sur cette rencontre qui est tout à fait fondamentale. Vous pouvez le lire comme moi, donc je ne vais pas vous le... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Clemenceau demande à Lloyd George ce qu'il veut. Lloyd George lui dit deux choses. Je veux la Palestine, alors que nous avions vu que dans les accords Sykes-Picot, c'était en fait quelque chose qui était international, enfin qui était supposé être une zone internationale.
Donc ça ne sera pas une zone internationale, ça va devenir britannique, ça veut dire qu'il y aura un mandat britannique, et ça veut dire, et c'est fondamental, que le foyer national juif en Palestine, conformément à la déclaration Balfour, pourra se mettre en œuvre. Donc ce moment-là est essentiel. Quant à Mossoul, alors c'est très compliqué aussi, mais en substance, je vous ai montré tout à l'heure la ligne de partage entre la zone britannique et la zone française, et je vous disais ça passait entre Mossoul et Kirkouk. Donc en fait, les Britanniques veulent aller plus au nord et prendre le vilayet de Mossoul. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais fondamentalement parce que c'est du pétrole qui était déjà exploité, et donc ils savent qu'il y en a, ils veulent... Bon. Et la réponse de Clémenceau est assez claire. Sur la Palestine, eh bien, ok, c'est pas son objectif fondamental, c'est l'Allemagne. Il faut essayer de se rappeler ce que pouvait être ce moment-là, 1918, pour un grand homme d'État comme Clémenceau, c'était l'Allemagne, évidemment, la grande préoccupation, c'était pas la question palestinienne. Quant à Mossoul, par contre, Clémenceau savait parfaitement les enjeux financiers, et il y a eu toute une série de négociations qui vont durer un long moment pour que la France puisse obtenir une partie des revenus du pétrole de Mossoul. Ça sera l'accord qui sera signé par la suite. Donc voilà le schéma. Nous sommes donc dans cette première phase sur un partage entre la France et la Grande-Bretagne, et un partage qui, en dernière instance, est lié aux intérêts stratégiques des uns et des autres, et en dernière instance, qui est lié au rapport de force. La Grande-Bretagne est la puissance dominante à ce moment-là, sans commune mesure. La France obtient donc très largement ce qu'elle voulait, mais pas tout à fait. On va voir la suite. Puis ensuite, les Britanniques vont organiser les mandats. On va y venir dans une seconde. Les Britanniques avaient fait une promesse au mouvement sioniste. Donc, ils avaient négocié avec les Français. Ils avaient promis au mouvement sioniste, déclaration Balfour. Et puis aussi, il ne faut pas oublier un point très important pour la suite, qui sera la transition avec la deuxième partie. C'est le fait qu'ils avaient promis aux Arabes, dans la correspondance Hussein-McMahon 1915, ils avaient promis un vaste royaume arabe. Et les Arabes y ont cru. Enfin, Faisal, le shérif Hussein de la Mecque et ses fils, et en particulier Faisal, qu'on va voir tout à l'heure à la conférence de Paris, y croyaient. Donc voilà, donc, nous sommes là donc, en 1918, première phase. Deuxième phase, que veulent les peuples de cette région? Il y aurait un exposé, enfin il y aurait une réflexion à conduire sur qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un mouvement national, des mouvements nationaux? Est-ce que c'est simplement des élites? On pourrait poser beaucoup de questions là-dessus. Et on pourra les évoquer, si vous voulez, ici ou là. Mais en étant, disons, pour aller à l'essentiel et juste pour regarder un peu toutes les contradictions, prenons quelques exemples. Là, cette carte, elle est très claire. Et ce sont les Libanais. Mais quand on dit les Libanais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fondamentalement les Maronites, qui ont des liens très privilégiés avec la France. Et ils envoient à la conférence de Paris, dont on a vu tout à l'heure les principaux acteurs, c'est-à-dire finalement Lloyd George, Clémenceau, et le président américain, qui joue un rôle important, au moins au départ, tout à fait important, parce qu'ils portent l'idée, les deux premiers, pas de la même façon, portent ce que c'est qu'un empire colonial. Encore Clémenceau est moins sur ces lignes-là que Lloyd George. Et Wilson, lui, il porte comme principe le principe de l'autodétermination des peuples. Et il est évident que les élites de ces différents peuples s'appuient sur cette nouvelle problématique posée par le président américain, qui malheureusement, finalement, ne sera pas un acteur jusqu'au bout, puisqu'il sera désavoué par le Congrès, après la signature du traité de Versailles. En tout cas, là, nous avons, premier exemple, les Libanais qui demandent, quand je dis les Libanais, c'est fondamentalement les Maronites, qui demandent un toit politique, et tous demandent un toit politique. Quand je dis un toit politique, ça veut dire un État. Donc ils demandent un État et ils veulent un grand Liban. Et ils veulent un Liban qui a un accès à la mer et un Liban qui a un accès aux terres agricoles. Et cette carte résume très bien les choses. Vous avez tout là. Et on va passer du petit Liban, c'est-à-dire du mont Liban principalement. Il manque la topographie, c'est la montagne en fait, pour tous ceux qui connaissent le pays. Et ça redescend vers la mer, ça redescend vers la plaine, ça redescend vers la mer sur la gauche, ça redescend vers la plaine sur la droite. Donc en fait, ils veulent un grand Liban. Et Clémenceau, en lien avec toute cette histoire des rapports entre les chrétiens et la France depuis fort longtemps, va assez vite
donné son accord à l'idée d'un Grand Liban. Et on va le voir, le Grand Liban va naître à partir de cette carte, dans des conditions dont nous reparlerons. Ensuite, ici, deuxième peuple. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième peuple, sont les Kurdes. Là, les Libanais, est-ce que c'est un peuple? Non, pas encore. Vous voyez, ce sont les Maronites qui demandent principalement. Qu'est-ce que ça voulait dire être Libanais en 1919? Là, ce sont les Kurdes. Et les Kurdes, alors, je ne vais pas passer trop de temps, mais pour vous montrer la complexité, juste avec quelques images. Qui négocie à Paris pour les Kurdes? C'est un général, Cherif Pacha, qui est à Paris depuis avant la conférence de la paix. Et ce Cherif Pacha est le fils d'un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Empire ottoman. Et il va défendre l'idée d'un toit politique en liaison avec des associations kurdes qui ne sont pas à Paris, mais qui lui demandent de défendre l'idée d'une nation kurde en gestation, parce que c'est aussi très tribalisé, très divisé, très segmenté. Et donc, le fait même qu'il soit lui-même, ce Cherif Pacha, le fils d'une famille très intégrée à l'Empire ottoman, vous montre la complexité de l'affaire. Il va défendre les positions kurdes et l'idée et l'identité kurde. N'empêche que sa famille a travaillé au plus haut niveau pour l'Empire ottoman. Et c'est ça une des contradictions. Donc, voilà ce que demandent les Kurdes, parce que c'est la zone de peuplement kurde, essentiellement. C'est aussi, il faut le dire, une zone habitée, ou qui était habitée, on va y revenir aussi, par les Arméniens. C'était une zone où il y avait beaucoup d'Arméniens, et donc il y a eu, pour les Kurdes, la nécessité, comme pour les Arméniens par définition, d'essayer de s'entendre face à la conférence de Paris pour dire, voilà, on veut ce territoire. Les Arméniens ont dit, mais nous aussi, donc ils ont dû trouver des formules de compromis pour ne pas se gêner les uns les autres lors de leurs revendications à Paris. Voilà, les Arméniens, je me rapproche, parce qu'il y a des reflets, je vois mal. Donc voilà, et là, cette carte, elle est tout à fait intéressante, parce qu'elle montre les revendications arméniennes. Il y avait plusieurs revendications arméniennes. Il y avait une première revendication qui était ceux qui voulaient l'Arménie intégrale. C'est tout l'Est de la Turquie. Donc une partie aussi de ce que voulaient les Kurdes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, ça, ce sera la République d'Erevan, qui sera finalement constituée du côté soviétique. Et ce qui est en gris, vous le voyez ici, c'est qu'à la conférence de Paris, il y a, comment dire, deux choses. Un, on sait qu'il y a eu ce génocide en avril 1915, donc il y a quelque chose tout de même, malgré le fait que nous étions dans des années de cendres, des années terribles, on a quand même une forte empathie pour le destin des Arméniens. Donc et puis, il y a la dimension aussi chrétienne, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça joue aussi beaucoup. Donc en fait, on imagine qu'il y aura un État arménien, et c'est au président Wilson qu'on demande d'envoyer une délégation pour délimiter les frontières, et selon son arbitrage. Et voilà donc ce que le président Wilson va proposer comme frontière de l'Arménie. Vous voyez ce que ça donne? Et donc voilà l'intégrale, voilà ce que propose Wilson. Et voilà ce que finalement, pris entre les soviétiques et les kémalistes, pourront avoir les Arméniens. Donc voilà pour les Arméniens. Je continue. Alors ça, bien entendu, c'est très important. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, qui est donc du 2 novembre 1917. Vous avez une phrase clé que vous connaissez certainement tous. C'est l'idée que le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. Et vous avez cette phrase aussi, que ça ne doit pas poser de problème aux droits religieux des communautés non juives. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout des civil and religious rights. Vous voyez la dernière phrase? Nothing shall be done which may prejudice civil and religious rights. On ne parle pas de political rights, on ne parle pas de droits politiques, et on ne parle pas d'Arabes palestiniens, on parle de communautés non juives. Voilà cette déclaration. Donc le mouvement sioniste, qui a été créé en 1897 à Bâle, est lui aussi évidemment présent à Paris, et il demande un territoire pour un État. Il y a cette conviction qu'à terme, il y aura un État juif. Et voilà ce qu'il demande.
Il demande en fait la Palestine, mais beaucoup plus, que ça va, vous voyez, au nord, il voulait mordre sur ce qui sera le Liban. Il voulait aussi aller jusque de l'autre côté du Jourdain, jusqu'aux limites du chemin de fer que vous voyez qui va sur la Mecque, sur Médine. C'est ce qu'on appelle le chemin de fer du Hedjaz, qui est juste à côté de Amman. Et donc, il voulait tout ce territoire. C'était donc une revendication du mouvement sioniste en 1919, qui, comme les autres délégations, demandait un territoire. Restent enfin les Arabes. Les Arabes, dont je vous disais tout à l'heure qu'on leur avait promis, enfin que la Grande-Bretagne avait promis un vaste royaume. Donc le fils du shérif Hussein de la Mecque est là. Vous le voyez, c'est Faisal. Faisal est là. Derrière lui, sur la droite, vous reconnaissez sans doute celui qui croyait beaucoup à l'idée d'un État arabe, c'était Laurence, et qui a combattu avec cette fameuse révolte arabe en 1916. Et il est là à Paris et il accompagne Faisal, qui va rester plusieurs semaines à Paris pour discuter et pour essayer d'obtenir quelque chose à lui aussi. Il rencontre Haïm Weizmann, mouvement sioniste, qui est sous le kéfier, là, et il essaie de trouver un accord entre les revendications sionistes et les revendications d'un royaume arabe. Et il y a un accord qui est signé, mais c'est un accord qui fera long feu, parce qu'en fait, cet accord consistait à dire il y aura un royaume arabe, on pourra avoir un foyer national juif, mais tout ceci va voler en éclats avant même que ça soit commencé à être, qu'on ait commencé à le mettre en œuvre. Mais la photo, je la trouve très, très symbolique, elle est presque très moderne par rapport à la situation actuelle, où on n'aurait même plus ce genre de photo. Voilà. Alors ça, c'était ma deuxième phase. Je vous avais dit que j'en avais 15, hein, non, 4. Donc c'était ma deuxième phase. Donc vous voyez, en allant même assez vite, on voit bien ce que voulaient les empires et on voit ce que voulaient les peuples, en disant mais qu'est-ce que ça veut dire les peuples, hein? Qu'est-ce que c'était on pourrait faire des thèses sur chacun des thèmes, c'est très compliqué. C'était des délégations. En fait, si je devais résumer d'une phrase, moi je dirais c'était des délégations formées des élites de la région qui ne s'appuyaient pas forcément sur des mouvements nationaux enracinés, organisés. Voilà, mais c'est juste une esquisse de l'esquisse d'une problématique. Donc, c'est donc ma troisième phase, c'est pour voir si vous suivez. Troisième phase, donc vous suivez. C'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer que ce que nous avons vu tout à l'heure avec Sykes-Picot, ce que nous avons vu avec l'entretien Clemenceau-Lloyd-George, va s'internationaliser et en s'internationalisant, va s'institutionnaliser via la nouvelle organisation qu'est la Société des Nations. C'est-à-dire que la Société des Nations va confier des mandats aux Français et aux Britanniques. Elle va leur confier des CDD, c'est-à-dire des colonisations à durée déterminée. C'est l'idée que les Français et les Anglais auraient bien voulu mettre la main sur ces territoires, mais Wilson disait non, autodétermination des peuples. Donc on a bricolé une formule juridique, on a inventé quelque chose, ce CDD. Le mandat, c'est un CDD. C'est-à-dire qu'on doit aider les peuples c'était pas la demande des peuples, mais on va aider ces peuples à accéder à l'indépendance. Sous-entendu, ils ne sont pas encore capables de le faire, quoi. Mais bien entendu, ça camoufle les intérêts stratégiques et impérialistes de cette époque. Mais voilà. Donc, l'ASDN va distribuer les mandats. Dans la zone qu'on a vue tout à l'heure, c'est donc les mandats français. Et dans la zone sud, ce sera les mandats britanniques. Donc, que vont faire, 1, les Français? Que vont faire, 2, les Britanniques? 1. Que vont faire les Français? Les Français, ils ont des troupes maintenant. Depuis novembre 1919, avec l'accord avec la Grande-Bretagne, qui est d'autant plus facile, enfin entre guillemets, c'est qu'il y avait pratiquement 1 million d'hommes sous les drapeaux britanniques pendant cette période. Il a fallu les rapatrier, ça coûtait une fortune. Donc bien entendu, la Grande-Bretagne n'allait pas les garder ad vitam aeternam. Donc elle ramène ses troupes pour une grande partie. Et donc la France envoie un contingent qui est de l'ordre de 30 à 40 000 hommes, c'est pour vous donner une idée, sous la direction du général Gouraud que vous voyez ici à cheval. Et
les Arabes voulaient, et en particulier Faisal, appuyer sur les nationalistes syriens. Quand il revient de Paris, il veut évidemment obtenir ce qu'il demandait. Et donc, comme il n'a pas vraiment obtenu, il essaie de le proclamer. Donc, au printemps 1920, il proclame un royaume arabe, dont les frontières ne sont absolument pas arrêtées, bien entendu. Mais il proclame ça de Damas. L'idée de Faisal, c'était un État qui aurait été ce qu'on appelle la Grande Syrie, Bilad el-Sham, c'est-à-dire ça va dans la cartographie aujourd'hui, ça serait la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, Israël-Palestine. Ce serait ça un peu l'idée qu'il avait en tête. Donc il proclame ce royaume arabe, ça ne plaît pas à la France, ça ne plaît pas au général Gouraud, et ça c'est la bataille de Maïsaloun en juillet 1920. La bataille de Maïsaloun en juillet 1920. Et cette bataille, eh bien, elle est remportée en quelques heures par les Français. Et Faisal est obligé de quitter Damas et il sera récupéré, on va le voir, par les Britanniques. Donc terminé, exit le rêve d'un royaume arabe, exit un pays, un État arabe indépendant ou autonome sous la férule de la famille Husseini qui descend du prophète et dont le shérif est ancré à la Mecque. Les Français vont décider, après avoir battu les nationalistes syriens, de créer des mandats. Et en 1920, ils créent le Liban. C'est un décret du général Gouraud. Et puis, ils créent plusieurs États. Vous le voyez, l'État de Damas, l'État des Alaouites. Enfin, vous voyez comme moi cette carte qui date de 1922. C'est-à-dire on les a créés en 1920. On morcelle, on fragmente, on segmente. Et par la suite, dans les années 30, eh bien, on va réunir tous ces différents entités politiques, administratives syriennes pour faire la Syrie. Donc on aura d'un côté le Liban, le Grand Liban, tel qu'on l'avait vu tout à l'heure, et de l'autre, la Syrie. Voilà ce que les Français ont décidé. Vous remarquerez, et on va y revenir tout à l'heure, même très vite, vous remarquerez que les zones françaises sont doublement amputées. Elles sont amputées ici par toute cette zone-là. C'était le vilayet de Mossoul. Je vous avais dit que la ligne Sykes-Picot, elle faisait ça, à peu près. Vous vous en souvenez? Elle est presque en ligne droite. Donc tout ça, c'est le vilayet de Mossoul, donc il va passer du côté britannique. Et puis au nord, on englobait, vous vous souvenez, ça allait très loin, dans la Cilicie et un peu au-delà. Et pour d'autres raisons, qui sont la résistance dont on parlera des forces kémalistes, eh bien, finalement, cette frontière va passer là. Et le Sandjak d'Alexandrette sera donné aux Turcs en 1939. Donc voilà, c'est plus du tout le même territoire, la même conception territoriale que celle qui avait été envisagée au départ. Mais tout de même, voilà le schéma. Alors maintenant, si on passe aux Britanniques, alors je reste encore là-dessus parce que oui, c'est pas mal cette carte, c'est de Fabrice Balanche, pardon, qui est un très bon connaisseur de tout ça. Vous avez, cette carte résume très très bien vous voyez ce que je viens de dire sur le vilayet de Mossoul, vous l'avez ici. C'est-à-dire ce qui était enfin je ne répète pas, mais vous avez suivi. Donc voilà, ça vient ici. Là, c'était toute la zone qui était supposée être française et qui a été remise en question par les kémalistes. Là, vous avez très très bien l'axe britannique d'un seul tenant entre le golfe Persique et la Méditerranée. Cette flèche le montre très bien. Et puis vous avez ici le canal de Suez avec l'importance fondamentale du canal de Suez pour les Britanniques et pas simplement pour les Britanniques. Et puis ici, c'est l'Arabie saoudite dont je n'ai pas parlé. Si vous voulez, on en parlera après. En gros, ces flèches montrent que Ibn Saoud voulait monter le plus au nord possible. Il a réussi quelques percées, mais il était contraint par les Britanniques. Les Britanniques ne voulaient pas qu'il aille plus au nord. Ils ont essayé de limiter sa capacité de contrôler des territoires à partir de Riyad. On pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Donc voilà une bonne façon de synthétiser tout ce qu'on a dit. Alors, les Britanniques, on a vu les Français, j'avais dit 2. Donc maintenant, c'est les Britanniques. Alors les Britanniques, ça c'est une conférence au Caire en avril 1921. Et j'aime beaucoup cette photo, on l'avait déjà discuté à Paris. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'on l'appelle la photo de Churchill et des 40 voleurs. Parce que vous avez tous les grands personnages de l'Empire britannique
avec une seule dame, Madame Gertrude Bell, complètement à gauche. Vous avez Allenby, vous avez Sir Percy Cox, vous avez Sir Herbert Samuel, enfin vous avez tous les grands personnages. Il y a Laurence d'Arabie au milieu. Bon, vous avez tous ces personnages. Quand vous allez à Londres, d'ailleurs, vous avez dans le quartier du gouvernement, près de Downing Street, vous avez des superbes sculptures en bronze où vous avez certains de ces personnages. Ça illustre la puissance déchue de l'Empire britannique, qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, en attendant qu'elle devienne la Petite-Bretagne quand les Écossais seront partis, etc., etc. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc voilà. Donc c'est vraiment, et c'est au Caire que on décide. Alors c'est très compliqué parce que en fait, il y a des représentants lignal office, c'est-à-dire ceux qui voient ça du côté de l'Empire des Indes et ceux qui voient ça du côté de Londres. Donc il y a toute une série de discussions, mais ils sont tous là. Et ils décident, disons, 3 choses pour faire bref et pour faire simple. Ils décident d'abord de créer un État là où il n'y a rien, c'est-à-dire du côté du Jourdain. Entre le mandat sur l'Irak et le mandat sur la Palestine, on aurait très bien pu décider qu'il n'y avait rien, qu'il y aurait une frontière entre le mandat en Irak et le mandat en Palestine. Non, les Britanniques ont décidé de faire une sorte de zone tampon, qui est la Transjordanie. Et ils vont confier ça, et j'aime bien cette photo là aussi, ils vont confier ça à un autre fils du shérif Hussein. Il y avait Faisal, mais là c'est le roi Abdallah. Son arrière-petit-fils, oui, c'est Abdallah II. Il y a eu Talal, Hussein et Abdallah II. Donc Abdallah est là, et il est accompagné de Laurence, qui est content de montrer que voilà, on tient un peu nos promesses, puisqu'on va donner un État qui est un État croupion. Mais ce que j'aime dans cette photo, c'est que vous voyez Churchill qui avance et Abdallah qui suit, quoi. Ça résume très bien la situation, quoi. Il suit. Churchill lui dit voilà, on va vous donner ça. L'autre dit attendez, je voudrais bien avoir plus. Et il voulait avoir les deux côtés du Jourdain. Il voulait avoir pas simplement la Transjordanie, mais il aurait bien aimé avoir la Cisjordanie et la Palestine, qu'il essaiera d'avoir d'ailleurs en 1949 après la guerre, et ça deviendra la Jordanie. Vous me suivez? Bon, donc voilà. Alors ça, on va passer. Ce sont ça, c'est le texte du mandat qui dit voilà, on sépare, parce que la Palestine, elle n'avait pas de frontières, donc on décide que ce sera le Jourdain. Donc voilà le pays en jaune. Alors vous voyez, ça s'appelle la Jordanie. Aujourd'hui, c'est une carte récente, mais en fait, c'est la Transjordanie. Cette Transjordanie, puisque à un moment donné, entre 1949 et 1967, la Jordanie, c'était avec la Cisjordanie actuelle. Bref, mais ça, finalement, on est revenu à la situation hantée, quoi. Voilà ce qu'on offre à Abdallah. Du côté de l'Irak, eh bien, voilà les limites de l'Irak. Et vous voyez que ces 3 vilayettes. Les vilayets, vous le savez, ce sont les circonscriptions administratives de l'Empire ottoman. Vous avez le vilayet de Basra, qui est très largement chiite, le vilayet de Bagdad, sunnite et chiite, et puis au nord, vous aviez le vilayet de Mossoul, qui, dans un premier temps, je ne vais pas y revenir, était pour une part... Quand on marche là, on a le vide, c'est pour ça qu'au début j'hésitais. Vous voyez, la carte initiale, elle passait comme ça, entre Mossoul, qui est ici, et Kirkouk. Elle passait comme ça. Kirkouk était déjà dans la zone britannique. Vous voyez la carte comme ça. Et donc le vilayet de Mossoul, avec évidemment les richesses de pétrole, est désormais le 3e vilayet de l'Irak. Et si vous regardez la situation actuelle, les Kurdes, c'est plutôt kurde cette région, et vous savez où est la Kurde. Enfin, vous voyez bien les situations. Si on n'avait pas rattaché le vilayet de Mossoul à l'Irak, ça serait rattaché à la Syrie. Et si on n'avait pas rattaché comme ça aurait pu faire un État kurde dès 1920, etc., etc. On ne va pas refaire le monde ni l'histoire. Ça risquerait d'être plus long que ce que je vous ai annoncé. Voilà, ça c'est la même chose, mais avec cette fois-ci ce que je viens de dire, c'est-à-dire les implantations ethniques et religieuses, chiites, sunnites, kurdes. Et ça, c'est le couronnement de Faisal. J'aime bien cette photo aussi, parce que Faisal, donc, il faut bien mettre un roi sur ce pays, parce que les Britanniques, vous le savez, sont plutôt enclins à mettre des rois qu'à faire des républiques. Donc on va mettre le 2e fil de Faisal, qu'on a rencontré à la conférence de Paris, on va le mettre sur le trône d'Irak. Comme ça, on tient un peu les promesses
que l'on a faite. C'est pas tout à fait ce qu'on avait dit, mais enfin, voilà. Et vous voyez cette photo, vous avez l'officier britannique qui regarde avec une certaine, comment dirais-je, arrogance, je ne sais pas, enfin, le nouveau roi. Et en fait, ça se traduit sur le plan juridique, c'est-à-dire pendant plusieurs années, c'est un pays qui est lié par traité à la Grande-Bretagne et bon, qui va s'émanciper dans les années 30. Ça, c'est le petit-fils dont Hergé va se servir pour faire Abdallah dans un album qui date de 1939 qui s'appelle Tintin au pays de l'or noir. C'était juste un clin d'œil. C'est le même personnage, vous voyez. Voilà, bon. Et puis la Palestine. Voilà, on a vu l'Irak, enfin on a vu, ça a été très vite. Hein. On a vu la Transjordanie, on a vu l'Irak. Qu'est-ce qu'on fait de la Palestine? Qu'est-ce qu'on fait de la Palestine? Eh bien, on fait ce qu'on a dit. C'est un mandat britannique. Et on va avoir, en 1918, on a 90%, 88-90% d'Arabes chrétiens ou musulmans, essentiellement musulmans. Et puis on a, disons, 10-12% de juifs. Et tout le problème israélo-palestinien démarre là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on installe le foyer national juif, y compris du point de vue institutionnel, parce que cette promesse, on va la retrouver dans le mandat que la SDN va confier à la Grande-Bretagne. Donc juridiquement, le foyer, ce n'est pas simplement une idée, c'est une réalité juridique. Et ça sera ensuite une réalité politique, puisqu'il va y avoir une immigration. Alors c'est tout un sujet que l'immigration juive en Palestine, avec différentes phases. Et on peut dire qu'à partir de 1930, l'immigration va augmenter de manière très sensible. En tout cas, si je donne simplement un chiffre, on est à 12% en 1920 ou 21, 22, on sait à peu près. Et en 1938-39, on est à un tiers, plus de 30%. Entre-temps, donc, ça veut dire que ces deux peuples se sont considérablement heurtés. Il y a des violences dès 1920, il y en a en 1929, il y a des violences terribles en 1929. À partir de 1936-1937, il y a une véritable guerre civile qui va commencer, avec les troupes d'occupation britanniques qui vont très largement réprimer les résistances palestiniennes. Enfin bref, c'est toute l'histoire de la question palestinienne. Et ça, c'est le plan de partage, puisqu'il y a eu deux plans de partage. Le premier sur 1937, où les Britanniques essaient de partager, puisqu'il y a deux peuples. Eh bien, là, c'est celui de 1947. Mais vous avez compris que c'est une autre question. Ça va donner la guerre de 48, ça va donner la création d'Israël en mai 1948, et ça va donner l'absence d'État palestinien en 1949, et d'après mes informations, encore en 2016. Donc voilà la situation. Pour la Palestine, c'est vraiment une spécificité par rapport à tout ce qu'on a vu. Il y avait bien sûr la domination impériale, il y avait les décisions des acteurs impériaux, mais là, en plus, il y avait cette question de l'Empire britannique qui promet ce foyer national juif. Voilà, c'est tout un autre sujet que de parler de ça, mais c'est juste... voilà. Mais si vous réfléchissez un tout petit peu, même si on a été très vite, vous voyez à quel point il y a des germes de contradictions multiples à tous égards. Si on les reprenait un par un. Bien, alors, dernière partie, c'est-à-dire la quatrième partie, c'est la Turquie. Alors, ça nous fait revenir un peu en arrière, mais c'est tout à fait important de venir là-dessus. Ça, c'est donc le traité très important qui est le traité de Sèvres en juillet 1920. Et ça vous montre ce que les grands, enfin ce qu'on appelle les grands, les trois grands, avaient donc pensé, décidé et traduit dans un traité signé par l'Empire ottoman, on va le voir. En fait, la Turquie devient un pays incroyablement réduit et en quelque sorte dépecé entre un État arménien possible, un État kurde envisagé, article 64 du traité de Sèvres, l'Arménie avec l'arbitrage de Wilson, vous vous souvenez, en jaune, ce sont les Grecs qui sont arrivés et qui veulent s'installer dans les zones que vous voyez. Bref, la France qui va assez loin dans le contrôle de territoire. Bref, vous voyez qu'on est vraiment dans une situation où il ne reste plus grand-chose. C'est un pot de chagrin, la Turquie, à ce moment-là, hein, dans le traité de 1920. Et l'Empire ottoman, il signe. Voilà la signature dans le salon d'honneur de Sèvres, à Sèvres,
des porcelaines de Sèvres, vous voyez le représentant de l'Empire ottoman qui, pour signer, s'incline. Je trouve que c'est une image symbolique. Il s'incline devant les Français, les Britanniques, les Américains, et puis tous les autres qui sont là. Et donc, il signe le traité de Sèvres. Et donc, normalement, la formule est un peu rapide, eh bien, ce traité de Sèvres dont vous avez vu la cartographie devait donner un État kurde très étroit, turc, pardon. C'était encore pour voir si vous suiviez, un État turc très réduit, des emprises grecques, du côté de Smyrne en particulier, un État arménien, selon l'arbitrage de Wilson, un État kurde, etc. Sauf que Kemal Atatürk, général Kemal Atatürk, va récuser ce traité. Et là, nous aurons un vrai sursaut national par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Là, pour le coup, il est là, ce sursaut, avec en plus tout ce que la Turquie avait de compétences militaires extrêmement importantes. Je vous disais tout à l'heure que l'armée ottomane c'était pas du tout une armée marginale. Les Britanniques ont subi d'importants revers en 1915 à Gallipoli, en 1917 en Mésopotamie, aussi du côté de Gaza, il y avait plusieurs revers avant qu'Allenby n'entre à Jérusalem. Enfin, c'était vraiment des batailles. Et donc, il y a une armée qui n'est pas complètement défaite. En tout cas, c'est Mustafa Kemal qui va galvaniser tout cela et qui va se battre sur tous les fronts. Quand on regarde la carte d'avant, il va se battre en 1922 du côté de Smyrne, il va se battre contre les Kurdes et surtout contre les Arméniens, en faisant alliance avec les Soviétiques. Bref, il est sur les fronts de l'Ouest comme il est sur le front de l'Est, et même aussi contre la France à un moment donné, mais ça va se régler autrement. Mais donc il est sur plusieurs fronts. Et il va l'emporter assez largement, puisque au bout de 3 ans, ça va se concrétiser par un nouveau traité, exit complètement le traité de Sèvres, qui est un texte de 350 articles, tout à fait important. C'est balayé, ces 350 articles sont balayés pour donner naissance à ce traité de Lausanne, qui vous donne, cette fois-ci, la cartographie des territoires récupérés partout, à l'est, à l'ouest, au sud. Vous voyez bien, avec toutes les cartes qu'on a vues. Et ça, c'est la cartographie contemporaine. C'est-à-dire que la Turquie s'est affirmée par les armes pour imposer sa vision de la Turquie contemporaine. Voilà le traité de Lausanne. Il y a 3 ans entre les deux traités, 23, et la différence est tout à fait capitale, à tous égards. Non seulement ça donne à la Turquie l'espace géopolitique que nous connaissons, mais en même temps aussi, ça supprime complètement toute velléité kurde. Ils sont écartés complètement, balayés. Les Kurdes, pas d'État kurde. Les Arméniens sont réduits à la République Erevan, qui sera une république soviétique, puisqu'il y a je vous disais tout à l'heure que les Arméniens qui se battent vont être pris en étau par les soviétiques d'un côté et par les kémalistes de l'autre. Bref, ils perdent complètement. À Smyrne, c'est terrible. À Smyrne, l'armée ottomane balaye l'armée grecque qui doit réembarquer et les Grecs orthodoxes vont devoir subir, ça avait commencé depuis plusieurs années, mais va avoir subir des massacres, et on va se retrouver en janvier 1923 avec un échange de population qui vient concrétiser, consacrer, si j'ose dire, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, c'est-à-dire que tous les Grecs orthodoxes, ou presque tous, à l'exception de ceux d'Istanbul, sont obligés du jour au lendemain de quitter leur foyer pour aller en Grèce, et les musulmans qui se trouvent en Grèce, qui sont moins nombreux, très sensiblement moins nombreux, sont obligés de se retrouver en Turquie. Un échange de population qui va concerner des centaines de milliers de personnes. Ça avait commencé déjà, mais cette convention de janvier 1923, qui sera intégrée au traité de Lausanne, puisque c'est les vainqueurs finalement, eh bien, fait qu'on est dans une forme d'épuration ethnique. Une épuration ethnique qui avait évidemment commencé en 1915 avec le génocide des Arméniens. Le génocide des Arméniens qui a fait pratiquement 1 million de morts. Ça, c'est la carte des lieux où, à l'est de la Turquie, il y a eu ces massacres, ce génocide, avec, dans des conditions évidemment... D'ailleurs, la formule est stupide, dire des conditions épouvantables. Un génocide, c'est épouvantable, point. Donc, il y a donc on fait partir les gens sur des marches terribles. Enfin bon, c'est vraiment, quand on voit de près comment ça s'est passé
C'était pensé, conçu systématiquement. Voilà. Et donc, il y a eu épuration ethnique du côté des Arméniens, et il y a eu aussi épuration ethnique des Grecs orthodoxes. C'est-à-dire que l'État-nation kémaliste qui est créé en 1923 n'a plus d'Arméniens chrétiens, n'a plus de Grecs orthodoxes, ou pratiquement plus. Il lui reste les Kurdes. Et les Kurdes, dans le traité de Lausanne, ont dit qu'il faudra qu'on tienne compte de leur spécificité, de leur identité, et ça sera complètement gommé. Et il y aura des résistances, des révoltes kurdes au fil des années 20 et 30. Elles seront toutes écrasées par l'armée turque. Et ça continue aujourd'hui, d'une certaine manière. Ça, c'était la Turquie avant cette épuration ethnique, avec les Arméniens en jaune, en bleu, ce sont les Grecs orthodoxes. Voilà. Et ça, c'est la conclusion. Enfin, c'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. Ça vous montre, ça vous fait une sorte de synthèse de ces 4 périodes. À gauche, vous voyez l'Empire ottoman, vous voyez ce dessin en bleu, avec les accords Sykes-Picot qui sont là. Et puis à droite, vous avez la réalité de la géopolitique qui s'est finalement imposée au lendemain de cette Première Guerre mondiale et qui reste aujourd'hui ce que nous connaissons, avec évidemment en plus la création de l'État d'Israël en 1948. Voilà en 3 heures un tour d'horizon de cette période qui ne fait que simplement rappeler des choses et poser des questions plus que ça n'apporte des réponses. Je vous remercie. Bien, est-ce qu'il y a une étudiant? Ah ben tu es là, c'est bon. Tu prends voilà. Tu es toute seule? Ah ben c'est bon. Alors tu prends un autre micro auprès du monsieur. Bien, première question. Bon. Alors? Ah, quand même. Madame, là, s'il vous plaît. Oui, comment on sait bien que les Anglais pensent à leurs intérêts, puisqu'on dit d'eux qu'ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Alors, quels étaient leurs intérêts dans la Convention Balfour, en fait, dans la position de Balfour? Quand je suis venu ici, Jean-François m'avait promis qu'on ne me poserait que des questions auxquelles je sais répondre. Et ça démarre mal. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, les historiens sont encore extrêmement divisés là-dessus, au point qu'il va y avoir encore bientôt un colloque là-dessus pour savoir, bon, alors c'était sans doute pour avoir... Je pense qu'ils sont dans une recherche d'alliés et que le mouvement sioniste peut être un acteur important à ce moment-là. Et par conséquent, ils font cette promesse. Il y a peut-être aussi d'autres types d'actions et d'empathie à l'égard du monde juif pour certains, pour Rothschild en particulier, quand même dans une position claire. Donc, au fond, on est dans des spéculations. Il n'y a pas une rationalité de la décision qui conduit à cela. Parce que si on prend le problème en termes de rationalité, d'abord, est-ce que c'est possible? Mais on n'avance pas beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, enfin, au moment où les Britanniques arrivent, il y a un désaccord chez les Britanniques. Il y a un désaccord très important. Quelqu'un comme Allenby se rend bien compte, puisqu'il est sur place, on l'a vu arriver en décembre 1917, il se rend bien compte que c'est pas jouable. Il se rend bien compte que ça va créer des convulsions, des contradictions, etc. Et quand il est pendant plusieurs années, je ne vais pas dire de bêtises en termes de date, mais plusieurs années, responsable de ce qui est dans une première phase, un territoire occupé. Il y a un système d'occupation, évidemment, avant qu'on ne passe à la phase juridiquement organisée du mandat. Eh bien, quand on lit ce qu'a écrit Allenby et toutes les études qui ont été faites, on voit bien qu'il était très réticent. Et puis, Londres persiste, et finalement, quand le premier haut-commissaire arrive, qui est Sir Herbert Samuel, on va immédiatement enclencher la réalisation du foyer national juif. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une empathie, mais qu'il y avait probablement des raisons qui relèvent peut-être de la stratégie. Mais vous voyez, après, il y a toute une série de choses qu'on peut évoquer, mais celle-là me paraît la plus importante. Autre question? Je ne vois pas.
Oui, deux questions, si vous me le permettez. Sur la première carte, on voit apparaître d'autres nations européennes. On voit les Italiens et peut-être j'en oublie. Que sont-ils devenus dans ce Moyen-Orient? On les a évincés. Vous parlez de la carte de quelle carte? La première carte que vous nous avez montrée. Vous voyez les intérêts des Européens de l'Ouest, disons. Celle-ci? Non, c'est avant encore, je crois. Avant. Oui. Il y a Oui. l'Italie et la Russie. Bon, alors là, nous sommes. La Russie va. Les Italiens et les Russes vont participer aux accords Sykes-Picot. C'est-à-dire qu'après ce mai 1916, il y a des accords qui vont laisser quelques territoires à l'Italie et qui vont laisser quelques territoires aux Russes, au nord, près de la frontière russe, évidemment. Mais le problème, c'est que nous sommes donc en mai 1916 et qu'il y a une révolution en octobre 1917. Et donc, c'était des accords secrets. Et après la révolution de 1917, les Soviétiques vont faire connaître ces accords secrets. Et par conséquent, ça ne les concernait plus. Ils vont se battre par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les Arméniens, mais on n'est plus dans ce partage entre empires, puisque l'empire tsariste, lui aussi, s'est effondré. Quant aux Italiens, ils ont essayé de se raccrocher, mais à un moment donné, quand on en vient aux choses sérieuses, si j'ose dire, il faut des soldats. Et à aucun moment, il n'y a eu de troupes italiennes. Et donc, ça aussi. Donc, en fait, si au départ, il y avait effectivement ces ententes, elles se sont vite désagrégées. Et fondamentalement, ça s'est joué entre la France et la Grande-Bretagne. oui, ma deuxième question, c'était sur Chypre, qui semble être population grecque, du moins sur les cartes que vous nous avez montrées. Quel a été le prétexte, je devrais le savoir, puisque je l'ai vécu à cette époque, le prétexte de l'invasion turque? Non, c'était en fait une colonie britannique. Ça a été, si vous prenez la carte des Indes, enfin la route des Indes, les Britanniques, à la fin du 19e siècle, vont prendre le contrôle et de l'Égypte et de Chypre. Et voilà. Donc la carte, c'est contrôle britannique, c'est pas un contrôle ottoman. En fait, toute la zone ici, à partir de là, toute la zone est ottomane. Enfin, et les Britanniques vont, je vais me rapprocher. En fait, les Britanniques, pour les raisons qui sont ici, vont en fait dès le 19e siècle, enfin dès le début du 19e siècle, s'implanter. Ils sont implantés pratiquement partout sur les côtes, et ça donne lieu à certains traités avec l'Empire ottoman. Ils vont s'implanter ici en Égypte en 1882, et ils vont contrôler Chypre. Donc en fait, toute la, comment dirais-je, les jeux d'influence sont bien antérieurs à Sykes-Picot. Les Britanniques avaient déjà imposé leur capacité de s'organiser tout autour de ces régions. Et donc ils sont là, ils sont ici. Tous les Émirats qui sont là sont des Émirats qui ont noué des traités avec la Grande-Bretagne, avec l'Empire britannique au début du 19e siècle, 1820, 25, 30, pour que les Britanniques puissent contrôler jusqu'à Aden toute la côte. Voilà. Je visais l'invasion récente de Chypre par les Turcs. Ah oui, mais ça, c'est 1974. Oui, c'est ça. Bien sûr, mais là... Quel prétexte ont-ils parce qu'il y a des populations turques. C'est toujours la même idée. Donc, mais c'est pour la minorité turque qui se trouve à Chypre. Mais là, vous voyez, on sort complètement du... Je pensais que c'était resté grec, que les orthodoxes... Non, il y avait une partie, il y a une partie turque, bien sûr. Et en fait... c'est après l'indépendance de Chypre, qui était une indépendance que les Britanniques ont accordée. D'ailleurs, les colonies britanniques ou les dominations britanniques dans toutes ces régions vont durer très tard, jusque dans les années 60. Jusque les années 60. Merci. Question suivante. Oui. S'il vous plaît. Oui, pour reprendre l'exemple, si j'ose dire, Pardon, il y a plein de du rôle des Anglais en Palestine, dont on peut lire ici ou là que finalement ils ont passé leur temps à promettre à d'autres des terres qui ne leur appartenaient pas.
Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consistait le mandat des pays, de la France et de la Grande-Bretagne? Est-ce que tout ça pour dire, est-ce que les Britanniques sont allés un petit peu au-delà de leur mandat? Écoutez, le mandat, c'est une pure fiction juridique d'une certaine manière. Enfin, je veux dire par là que quand je disais un CDD, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les Américains, ce qui n'a pas beaucoup de sens de dire ça parce qu'ils étaient là, point. Mais s'il n'y avait pas cette volonté américaine d'affirmer le principe de l'autodétermination des peuples, ces mandats n'auraient certainement pas existé. On a essayé de trouver un compromis dont le mandat est la résultante. Compromis entre ceux qui voulaient tout dominer et ceux qui voulaient l'autodétermination. Parce qu'on peut très bien imaginer une autre histoire avec un grand H, c'est que le principe d'autodétermination s'applique à tous ces peuples. Et ils créent leurs États dans des conditions très compliquées parce qu'il y avait vraiment, disons, une bousculade sur certains territoires. Bon, donc à partir de là, les Britanniques et les Français qui dominent la SDN, dont les Américains ne seront pas membres, puisque le Congrès américain ne va pas ratifier le traité de Versailles dans lequel il y a les statuts de la SDN. Donc c'est les Français et les Britanniques qui tiennent tout ça. Donc on leur donne un mandat. Qu'est-ce que ça veut dire ce mandat? En gros, il y a plusieurs types de mandats, mais celui qui s'occupait qui concerne le Moyen-Orient, c'était vous accompagner les populations pour qu'elles puissent, le moment venu, devenir indépendantes. Une sorte de paternalisme. Bon, ça c'est la formule, mais dans la réalité, c'est bien entendu des intérêts qui sont là, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, en fonction de ce que veut Paris, de ce que veut Londres. Bon, à partir de là, la vraie question, c'est comment est-ce que les peuples de ces régions, qui étaient sous mandat, quand je dis sous, c'est vraiment une domination, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a eu des révoltes? Est-ce qu'il y a eu une capacité de voir des mouvements nationaux enracinés se battre contre les mandats? Et si vous posez la question comme ça, vous tenez un questionnement très important. Je n'ai pas forcément les réponses à ça, mais prenons par exemple l'établissement du mandat en Irak. Il y a eu des révoltes importantes, notamment des révoltes chiites du côté de la Mésopotamie. Ils n'en voulaient pas de cet État sous domination britannique. Ils n'en voulaient pas. Enfin, donc un mandat dans un premier temps. Les Syriens, il y a une révolte en 1925 contre la puissance mandataire. Une révolte armée, je veux dire, qui fait des milliers de morts. C'est pas des moments comme ça. Si on prend, et ça se termine même par le bombardement de Damas en 1925. Et si vous réfléchissez un petit peu, si vous prenez un peu de hauteur, vous voyez qu'en 1924-25, la France se bat contre la rébellion d'Abdelkrim au Maroc et se bat contre une révolte dite druze, mais qui est assez largement syrienne, en Syrie. Autrement dit, c'est la révolte des peuples colonisés contre les puissances dominantes. Quant à la Grande-Bretagne, en Palestine, alors là, à partir de 1936, ça a commencé avant, mais à partir de 1936, c'est une vraie guerre civile. C'est une lutte armée des Arabes de Palestine contre le Yishuv, c'est-à-dire contre les forces qui commencent à exister de la communauté juive, très organisée, et contre l'armée britannique. Et la répression, elle est terrible. Et si on prend la Palestine, puisque c'est votre question, il n'y a pas, à mon avis, alors vaste débat, il n'y a pas vraiment de nationalisme palestinien tel qu'on le conçoit aujourd'hui. À ce moment-là, il y a des élites nationales, il y a des élites palestiniennes qui pensent une nation palestinienne, mais on pense plus une nation arabe qu'une nation palestinienne. Mais on la pense quand même, il y a des congrès. Mais je dirais les gens de base, les paysans, en fait, leur rapport à l'identité, ce n'était pas forcément une nation palestinienne. Vous voyez ce que je veux dire? Or, en 1936-37, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie bataille contre l'armée britannique. Et cette bataille, elle forge un début de conscience qu'on pourrait peut-être, oui, c'est un débat, qu'on pourrait peut-être nommer conscience nationale. Il y a quelque chose qui se passe. Sauf que les principaux leaders à ce moment-là, qui ont les armes, qui se battent, vont être tués. On a des milliers de morts. Autrement dit, il y a quelque part une élite potentielle nationale
qui est complètement éradiqué. Et quand nous sommes là en 1937, 8, 9, et quand 10 ans plus tard, exactement 10 ans plus tard, enfin 48, 47, au moment du plan de partage, qui parle pour les Palestiniens? Réponse? Personne. Personne. C'est bon, il y a le fantomatique Adjamin al-Husseini, mais qui est complètement discrédité. Il y a un vague gouvernement fantôme, mais bon, ceci est complètement discrédité. Ce sont les États qui vont, les États égyptiens, l'État, Abdallah qui va jouer un rôle important, donc le jordanien, mais les Palestiniens ont disparu. Donc en fait, on est dans cette situation, vous voyez, où la question nationale, dans votre question, elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, donc qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? Ils ont finalement été emportés par leur propre idée, puisqu'au fond, il s'agissait d'accompagner des peuples vers l'indépendance, sauf que ils ont promis aux uns et aux autres. Le résultat, c'était des contradictions terribles, et ça leur a échappé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques disent aux Nations Unies, qui succèdent à la SDN, bon, reprenez le dossier palestinien, nous on s'en va. On s'en va, et c'est un échec absolument terrible. Et quand on voit la situation exactement un siècle après les accords Sykes-Picot, on voit bien qu'on est dans une situation qui n'a... Enfin, elle a évolué de 1000 façons, bien sûr, mais on voit bien que rien n'est réglé. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vient de dire ici, on voit bien à quel point, qu'il s'agisse des Kurdes, des Arméniens, il ne faut pas les oublier, des Palestiniens, mais aussi des Irakiens dans leur diversité, on voit bien que toutes ces questions, quelque part, n'ont pas été vraiment réglées, puisqu'on se retrouve avec des questionnements fondamentaux. Est-ce qu'il faut un État kurde? Est-ce qu'il faut un fédéralisme en Irak? Est-ce qu'il faut un État palestinien? La réponse est oui, à mon avis, etc., etc. Donc le CDD a vraiment pas marché, quoi. Oui, j'ai une question à poser. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accords qui s'étaient faits en présence de Laurence d'Arabie entre le roi Faisal, un compromis entre un État arabe et un État juif. Oui. À l'époque où Faisal et Laurence d'Arabie étaient venus, avaient eu des pourparlers avec Churchill. Et donc, je voulais savoir si, en quelle année ça avait eu lieu et si on pouvait lire ce texte quelque part. Oui, bien sûr, vous le trouvez sur Google, enfin sur Internet. Vous tapez accord Weizmann Faisal, et ça date de 1919, fin 1919. Et c'est un accord qui est immédiatement balayé, parce que c'est un accord qui a eu l'appui de Clémenceau. Or, Clémenceau va quitter le pouvoir à la fin. Début 1920, puisqu'il va se présenter à la présidence, il va être battu. Donc il quitte le pouvoir à ce moment-là. C'est important parce qu'il avait sans doute une lecture de ces situations qui sera différente de ses successeurs, notamment Mitterrand. Enfin, le poids de ce qu'on appelait le parti colonial, je serais tenté de penser qu'il était un peu contenu par les vues de Clémenceau, alors qu'après, j'ai le sentiment qu'il y a plus ce frein au niveau du Premier ministre français, enfin du président du Conseil français. Donc on a... et Clémenceau soutenait beaucoup cet accord. Cet accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous sommes donc en 1919, et pour rejoindre de Paris à Damas, il faut du temps. Et entre-temps, la situation sur le terrain s'était assez considérablement dégradée en termes de tension. Et quand Faisal revient sur Damas, il a affaire à des forces politiques qui ne veulent pas entendre parler d'un accord de ce genre, qui était déjà de toute façon un accord mort-né. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est un royaume arabe, c'est un État arabe. Et c'est pourquoi Faisal, qui a un sens politique tout de même très aiguisé, il proclame le royaume arabe. Donc la chronologie est celle-là. On tente un accord, cet accord ne peut pas fonctionner. Les forces politiques sont beaucoup plus radicales que ça, elles ne veulent pas entendre parler de ça. Et on crée un royaume arabe. Nous sommes à ce moment-là en février 1920. Nous sommes en février 1920. La conférence de San Remo qui va redistribuer les mandats a lieu quelques semaines après. Et donc à ce moment-là, juridiquement et internationalement, la France a les mandats. Et c'est la bataille de Meyssaloun en juillet 1920 pour redonner la chronologie. Et en juillet 1920, on balaye les prétentions de Faisal. Donc on est vraiment dans la négation complète des aspirations syriennes, quoi, vraiment complètement. Enfin, syrienne au sens large, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, si on revient en 2016 et les conséquences de toutes ces évolutions, on a l'impression actuellement que l'Europe, et donc les anciennes puissances, souhaiteraient donner à la Turquie un rôle de plus en plus important pour rétablir un peu l'ordre dans la région. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une sorte de mandat donné par l'Europe pour reprendre la Syrie, la Jordanie et autre chose? C'est la politique fiction, mais... Vous n'avez pas d'autres questions? Non, mais à moyen terme... Parce que votre remarque, elle pose en même temps, vous dites une question, mais c'est pas vrai, il y en a 50 là, dans ce que vous me dites. Il y en a vraiment 50. Alors, je vais en prendre une ou deux sur les 50, si vous permettez. Je crois d'abord que ça montre l'effondrement de l'Europe en termes de politique étrangère. C'est-à-dire l'Europe, comme disait l'autre, quel numéro de téléphone, mais même le téléphone est coupé là, carrément. Hein. Donc on n'est plus là. C'est assez terrible. Deuxième chose, c'est que la Turquie, elle a ses intérêts, et ses intérêts, finalement, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, n'ont pas changé sur certains points. Et en particulier sur la question kurde, évidemment. Ils ne voulaient pas d'État kurde, mais là, ça a été éradiqué en 1923, et par la suite, ça a toujours été une répression. Aujourd'hui, ce qui se passe à Diyarbakır ou dans d'autres, on est revenu encore à une situation de très forte tension avec une armée turque qui vraiment est, avec en plus des jeux très compliqués, parce que les Kurdes de Syrie qui souhaitent avoir leur autonomie fédéraliste dans ce jeu complexe qu'il y a en Syrie sont quand même proches du PKK, lequel PKK est l'ennemi juré d'Ankara, et par conséquent il n'est pas question pour Ankara d'accepter un fédéralisme dans le nord de la Syrie, puisque c'est une zone qui est très largement kurde. Et puis, un peu plus loin, il y a en fait un État qui n'est pas un État, mais une région kurde, le Kurdistan irakien, qui a acquis son autonomie au lendemain de la guerre du Golfe en 1991, et qui est maintenant une région fédérée dans le système constitutionnel. Elle a le statut de région fédérée. Et là, pour le coup, cette région-là, parce que ce n'est pas les mêmes forces politiques qui sont au pouvoir, a de bonnes relations avec Ankara. Donc vous voyez un peu, donc, confier quelque chose à la Turquie aujourd'hui, c'est aller dans tous les sens très contradictoires, parce que la Turquie jouera sa carte, ce qu'elle fait d'ailleurs, bien entendu, ce qui est un peu logique. Donc voilà. Donc, et on est toujours dans cette même problématique, c'est-à-dire que... parce que encore une chose, quand on parle d'État, moi je suis toujours frappé par le fait que très souvent on parle de l'État et on enchaîne tout de suite l'État-nation. Ce qui est une blague, une mauvaise blague. Parce qu'un État n'est pas forcément un État-nation. Quand on parle de la France, c'est un État-nation, oui bien sûr. Mais l'Irak, c'est pas un État-nation. Le Liban, je ne sais pas, est-ce que c'est un État-nation, etc. La Turquie, c'est d'emblée voulu comme un État-nation turque. C'est-à-dire sans les Arméniens, sans les Grecs orthodoxes et sans les Kurdes. Il n'y a encore pas très longtemps, comment est-ce qu'on appelait les Kurdes en Turquie? C'était les Kurdes, oui, on les appelait les Turcs de la montagne. Vous connaissez cette formule, les Turcs de la montagne, quoi. Hein, et ça revient. Hein. On a eu une session à l'IREMO, là, il n'y a pas très longtemps, sur les Kurdes, et on nous rappelait à quel point c'était encore la formule il n'y a pas si longtemps. Donc vraiment, on éradique tout ce qui est une identité différente, quoi. Voilà. Alors que bon, et puis quand le HDP turc réussit une percée, parti politique, réussit une percée en juin 2015, et qui est assez largement kurde, on a vu ce qui s'est passé après. Il y a eu de nouvelles élections, et maintenant il y a une répression des Kurdes. Donc on est vraiment dans les mêmes problématiques, quoi. Donc la Turquie, je crois que il faut oublier, quoi. Enfin, c'est un rapport de force, quoi. C'est un rapport de force. La seule chose qui est intéressante aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est qu'on assiste tout de même à une sorte de moment kurde. Il y a des amis kurdes qui me disaient souvent, dans les années, enfin il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, nous les Kurdes, on a un passé tragique. On a un présent terrible, mais heureusement, on n'a pas d'avenir. On n'a pas d'avenir. C'était une formule terrible. C'est une formule terrible. Aujourd'hui, il y a un moment kurde. Ils sont en situation de force du côté de l'Irak. Ils sont en situation de force relative du côté de la Syrie. Et il se passe des choses très importantes, évidemment, en Turquie. Donc on est vraiment dans ces... Et c'était remise en question de ce qui s'est passé
Parce qu'en plus, si on regardait maintenant dans le détail comment les Kurdes ont été traités en Irak et ont été gazés, vous vous souvenez, en 1988, à Abjallah et notamment, c'était terrible. Hein. Et du côté de la Syrie, une bonne partie des Kurdes syriens, on leur a retiré la citoyenneté. Ils n'étaient pas citoyens, avec tous les problèmes que ça pose au niveau quotidien. Bref, donc voilà, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Tu peux prendre plusieurs questions. Pouf, oui. Tu as quoi noter? Non, mais j'essaierai de noter. Enfin, vas-y. Je te donne ça. D'accord. Parce qu'il y a trop de questions. Alors, monsieur, allez-y. Comme ça, je prendrai que les questions. La question que je posais, c'était un peu dans la... Vous avez déjà beaucoup répondu. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est vraiment de ressentir... Est-ce que les populations, un siècle après le démantèlement de l'Empire ottoman, le sentiment de nation prend corps? Et autrement dit, est-ce qu'on peut dire que les frontières, telles qu'on les voit aujourd'hui, sont assez immuables? Merci. Monsieur là-bas. Oui, monsieur, c'est pareil. Oui, alors au regard de ce qui se passe actuellement en Syrie, est-ce que vous pensez possible qu'on assiste dans quelques temps à un redécoupage de la Syrie qui ressemblerait étrangement à la carte de 1922, avec une zone alépine, une zone damascène, une zone alawite, etc. Quel était l'intérêt sous-jacent des puissances de refuser à Faisal un royaume arabe et après d'accorder un royaume morcelé? Oui. Oui, nous sommes dans le cadre des accords de paix des alliés avec la Turquie, c'est-à-dire le traité de Lausanne, qui suit le traité de Sèvres. Concernant la lettre de Balfour, j'ai posé la question aux Anglais. Ils ont été très clairs. Ils m'ont dit, vous savez, nous sommes en 1916, nous n'avons plus d'argent pour assurer une guerre qui nous coûte très cher en hommes et en argent. Donc, on a fait une lettre aux responsables d'un mouvement juif extrêmement important en lui disant, on vous fait une lettre, vous autorisant en quelque sorte, nous Anglais, parce que quand on fera des accords de paix, cette partie, nous la voulons. Donc, à l'avance, on vous donne l'autorisation d'envoyer des éléments de confession juive, mais en retour, vous nous aidez financièrement. C'est ce que m'ont dit les Anglais. La question que je vous pose, la question que je vous pose est différente. C'est concernant, pas Balfour, mais les accords de Sykes-Picot. Dans la première partie, les accords de Sykes-Picot, qui aussi ont été faits en 1916, parce que déjà ces gens-là pensaient qu'ils allaient gagner la guerre, ce qui n'était pas évident, d'autant plus qu'après on l'a perdu. Ces personnes-là ont pensé... Mon Dieu, excusez-moi, j'ai un ange qui passe. Quand je passe, il passe longtemps. Mais bon, bah écoutez, tant pis. Non, on l'attend. J'y vais, bien. Oui, alors d'abord, je vais reprendre à l'envers. Sur la question que vous avez évoquée sur Balfour, c'est une des multiples hypothèses, effectivement. Mais c'est justement ça qui est compliqué. Quelle est la part véritable de chacune de ces hypothèses? C'est ça qui est compliqué. Alors sur les nations, les frontières, parce que c'est ça le thème finalement je ne sais plus qui a posé cette question. Voilà. Moi, je crois qu'on pourrait le poser autrement. Pardon, je voudrais essayer d'arriver. Je voudrais simplement répondre avec une carte. Qui est la dernière. Voilà. Si on prend la carte donc, de droite, qui est la carte contemporaine, pour essayer de répondre à votre question. Et franchement, c'est une question qui demanderait... Enfin, vous voyez, c'est un débat. Mais déjà, je pense qu'il faut se dire, est-ce qu'il y a, à cette époque et aujourd'hui, des États-nations enracinés? C'est ça ma première. Et en fait, je réponds oui à ça. L'Égypte est un État-nation enraciné. La Perse, très probablement, et la Turquie dans les conditions que nous avons
évoqué tout à l'heure. C'est une construction nationale. Voilà. Et l'Arabie saoudite, c'est un autre cas de figure dont on n'a pas parlé, dont on pourra dire un mot si vous voulez. Mais en définitive, la question que vous posez, elle renvoie finalement justement à ce qu'on pourrait appeler l'espace Saex-Picot, c'est-à-dire ces pays qui sont l'Irak, Israël, Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban. C'est là où la question, est-ce qu'il y a une adéquation quelque part entre la nation et les frontières ? Alors que pour l'Égypte, la question ne se pose pas. Il y a une vraie, même si les frontières ont pu bouger, mais c'est si loin. Elles ont bougé en 1906, elles ont bougé, mais fondamentalement, c'est le Nil, c'est l'Égypte. Pour la Turquie, on a vu, bref. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je ferai une distinction entre ce cœur du Moyen-Orient, qu'on appelle souvent un peu le Proche-Orient, et c'est là que se pose la question. Et elle se pose la question en un terme qui est assez rapide, c'est faut-il parler de construction nationale et jusqu'à quel point peut-on parler de construction nationale alors même que la question des communautés, et par conséquent des identités qui s'enracinent dans ces communautés, manifestement, n'est pas réglée, contrairement à ce qu'on pouvait croire, parce que finalement, on a eu des États, mais on a créé des territoires. Et après, il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a adéquation entre les populations qui s'y trouvent et puis l'État ? En fait, non. Il fallait qu'il y ait des processus de construction nationale. Et ces processus de construction nationale, ils ont été absents ou ils ont été inachevés. En Irak, ça me paraît assez clair. En Syrie, je ne sais pas. On peut se poser la question par rapport à... C'est la question de madame sur la Syrie. Tout à fait. C'est-à-dire que est-ce que finalement, on est dans une construction nationale syrienne, irakienne, libanaise ? Et moi, je crois qu'on peut répondre oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement des constructions qui sont faites, mais elles sont inachevées, elles sont fragiles, elles sont mises en question plus aujourd'hui encore qu'avant, quoi. Et donc, il y a un décalage entre les frontières. Alors, si on prend Israël-Palestine, c'est encore plus évident, parce que Israël-Palestine, quelle est la frontière d'Israël aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle s'arrête ? La ligne verte ? Certainement pas, puisque les Israéliens ont construit des colonisations terribles qui atrophient complètement le territoire palestinien. Et donc là encore, on est dans une contradiction majeure. Voilà la situation de la Palestine aujourd'hui. Vous voyez, l'archipel, c'est-à-dire que, vous voyez, il reste. Si c'était la mer à la place vous voyez l'idée, c'est que voilà, c'est des zones qui sont complètement séparées les unes des autres. Donc en fait, je pense qu'il y a deux questions qui devraient se poser aujourd'hui, mais c'est d'un point de vue purement théorique. C'est est-ce qu'il faudrait redessiner les frontières pour qu'il y ait davantage adéquation avec les populations, mais en prenant quoi ? Les communautés, les constructions nationales ? C'est très compliqué, très compliqué. Donc c'est pas du tout évident. Et puis la deuxième chose, c'est que si on ne fait pas ça, à minima, comme on a voulu le faire en Irak, il faut réfléchir à des solutions fédéralistes. Et le principe d'une fédération, c'est autonomie de chaque groupe et participation de chaque entité à un ensemble. C'est un principe très intéressant. Sauf qu'il a ses limites, parce qu'en général, quand on crée une fédération, un État fédéral, dans un système de pluralité communautaire, en général, c'est le premier temps qui précède ensuite l'éclatement. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est la Yougoslavie. On a fait un État fédéral yougoslave. Il y avait une réalité yougoslave. Elle a implosé complètement sous la pression des nationalismes dans les années 90, chacun s'en souvient. Donc voilà, donc c'est une situation assez imbriquée. Est-ce que la Syrie, pour reprendre la même question, mais c'est le même thème, est-ce que la Syrie serait mieux avec ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la carte de 1922, avec un État alawite, avec un État druze, etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de... Mais évidemment, on en est là quelque part, parce que s'il n'y a pas ce ciment national, eh bien, on revient à des appartenances communautaires, à des appartenances tribales aussi, quelquefois. Quand il y a des États défaillants, a fortiori quand l'État est votre ennemi, comme par exemple pour les Kurdes en Syrie ou en Irak, eh bien, on se raccroche à d'autres types de communautés, à d'autres types d'identités. On se défend par la religion, par l'appartenance tribale, qui a joué un rôle considérable en Irak ces dernières années. Donc voilà. Donc, en posant ces questions à travers notre bref tour d'horizon historique, on en vient à ces questions. Et je disais tout à l'heure, au tout début, que je n'avais pas de réponse. Enfin, j'ai des réponses, mais chacun peut avoir sa réponse. Chacun peut avoir sa réponse. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau Saex-Picot en 2016 qui, cette fois-ci, avec une vraie
représentativité de tous les acteurs locaux, est-ce que ça pourrait se faire? J'en sais rien, évidemment. Mais on voit bien que la question nationale n'a pas été réglée et que les questions communautaires, elles, sont toujours vivaces. Si tu me poses une question pareille, c'est que... Oui, à peu près, oui, oui. Oui, oui, bah ça, la pub, je te la laisse, mais... Non, mais j'ai fait un atlas avec Pierre Blanc, qui s'appelle Atlas du Moyen-Orient, dans lequel il y a tout ça. Il vient de sortir il y a 2 mois, il y en a encore. Oui, je vous donnerai les coordonnées. Non, on a fini pour les questions. Je suis désolé, on est arrivé au terme de cette conférence. Oui, mais il faut, mais oui, c'est comme ça. Et donc oui, il y a un ouvrage que je vous ai indiqué en début de séance. On vous en donnera les coordonnées dans la lettre mensuelle, mais surtout, tu es en train de préparer aussi un livre. Voilà, donc Frontières et Identité, qui sera certainement tout à fait passionnant pour essayer de réfléchir à ces questions. Je remercie pour vous, Jean-Paul. Qui vous aura peut-être ainsi aidé à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est passionnant. Bonsoir. Les questions restantes, Jean et Madame, les questions restantes, vous pouvez les poser à Monsieur Chagnolot à l'occasion du rafraîchissement.